Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale de On s'en parle. La semaine dernière, c'était la première de 2 émissions. On recevait Mme Lise Perron, qui est l'épouse de M. Michel Perron, ex-industriel du secteur LaSalle, je pourrais dire du secteur de tout le Québec et même du Nord ontarien également. Personne très connue. Alors, la semaine passée, on recevait son épouse et on donne une suite à cette émission-là. On continue aussi aujourd'hui avec Mme Michel Perron, Mme Lise Perron. Mme Perron, bonsoir. Bonsoir. Mme Perron, on sait que le bénévolat a toujours occupé une place dans la vie de votre époux, et même, je devrais dire, une grande place dans la vie de votre époux. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Oui, j'ai toujours fait du bénévolat, peut-être pas au début de notre mariage parce que j'ai eu des enfants de façon consécutive. Vous en avez eu 8? 8. C'est ça, 8, OK. Mais par contre, quand les enfants ont grandi, je me suis impliquée dans le bénévolat, surtout le bénévolat hospitalier. On a commencé à LaSalle, on m'a demandé d'aller m'occuper des patients externes de maladies mentales pour faire de l'ergothérapie avec eux autres. Puis les femmes, les autres bénévoles n'étaient pas sûrs. Le fait que j'étais infirmière. Alors, c'était comme ça que je suis rentrée dans le bénévolat infirmier hospitalier. Puis j'ai toujours resté dans ce domaine-là. Puis quand je suis déménagée à Montréal, on m'a demandé de faire partie du conseil d'administration des auxiliaires de la province. Ben, j'avais accepté en leur disant que je ne pouvais pas accepter la présidence, mais que j'étais prête à aider. Puis j'ai abouti avec la présidence au bout de 4 ans. Okay. Et ça a été une très belle expérience pour moi. J'ai bien aimé ça. Puis je fais encore du bénévolat dans ce milieu-là, tout en faisant un peu dans d'autres. Mais peut-être pas autant que mon mari. Mon mari est plus impliqué que moi. Mais je pense que quand on a beaucoup reçu, on doit donner. Donner en retour. On a beaucoup reçu dans la vie, même si on a eu de grosses épreuves. On a quand même été choyés, on a été chanceux, les enfants. On en a perdu un, mais je peux dire que je me considère une personne choyée, mon mari aussi, même si dans son travail, il a beaucoup travaillé. Il a eu l'opportunité de travailler, les chances ont été souvent de son bord, il s'est aidé, tout ça. Mais je pense qu'on a une dette envers la société. Puis la Fondation du Rhin peut-être un peu plus que d'autres choses, vu que c'est grâce à cette fondation-là que les recherches se sont poursuivies. Pas spécialement pour mon mari, mais c'est peut-être qui ont fait progresser la science. Alors, je pense qu'on se doit de le remettre à la société, ce qu'on a reçu. Alors, ça fait un peu partie de nos croyances. Parce qu'avec tout ce que M. Perron a fait, c'est certain, il a donné du travail à des milliers de personnes. C'est sûr qu'il y a eu le facteur chance à l'intérieur de ça et on ne peut pas passer à côté sans avoir de la chance quand on est un industriel comme lui. Sauf qu'il faut être capable de s'aider aussi. Oui. Et de s'entourer. Ce qui est très important. Mais je pense que ça, il l'a bien expliqué. Oui, parce que M. Perron l'a expliqué, puis justement, hier, on en parlait aussi, hier soir, on en parlait, et puis M. Perron me disait justement, il faut savoir s'entourer. Puis je pense que c'est important. On n'est pas seul. Quand il y a une réussite en quelque part, c'est pas juste un gars qui réussit. C'est une équipe. Même les gens dans les sports, c'est pas juste un gars, c'est son entraîneur, c'est tout le monde qui est autour de lui qui l'ont aidé. Les cyclistes, là, il y en a un qui gagne la course, mais il y en a toujours 5-6 qui vont couper en arrière pour protéger celui qui est en avant. Alors, tu sais, je veux dire, c'est toujours une question d'équipe. Si tu veux faire cavalier seul, c'est pas toujours une réussite. Exactement. C'est rare que c'est une réussite. Avec tout ce que vous avez accompli, Mme Perron, est-ce que vous avez des regrets, des choses que peut-être que vous auriez aimé accomplir, que vous n'avez pas accompli, ou des choses que vous avez accomplies que si c'était à refaire, vous ne referiez pas? Je peux pas dire je ne regrette rien, là, mais par contre, je me dis, dans les circonstances où je l'ai fait, c'est comme j'ai toujours dit aux enfants, j'ai probablement fait des erreurs dans l'éducation des enfants, mais au moment où je l'ai fait, je pense que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Est-ce que j'ai des regrets de choses que je n'ai pas fait? J'ai fait plus que... Tu sais, quand tu as 20 ans et que tu rêves de ton avenir, bien, j'en ai fait plus que ce que je pensais que je pouvais faire. Alors,
Parce que même pour la présidence des auxiliaires, là, je ne voulais pas accepter ça, je ne me sentais pas de taille, j'étais pas... C'est mon mari qui m'a encouragée. Puis je ne l'ai pas fait tout seul. Toutes les femmes autour de moi m'ont dit, bon, ben, écoute, on va t'aider, inquiète-toi pas. Alors, de cette façon-là, j'ai réussi à faire certaines choses, mais encore là, j'étais entourée. Puis je ne peux pas dire que j'arrive à la fin, peut-être pas à la fin, là, mais j'arrive à la fin de ma vie, puis je me dis, si c'était à refaire, j'aurais peut-être aimé, mettons, quand j'étais jeune, j'ai été obligée de commencer à travailler plus jeune, j'aurais peut-être aimé faire mon cours d'ingénieur, mais je ne le regrette pas, j'ai fait d'autres choses. Alors, il ne faut pas se dire, j'aurais dû. J'ai fait ce que j'ai, avec les données que j'ai eues, je pense que je n'ai pas de regrets. OK. J'ai été chanceuse, j'ai eu à vivre des épreuves, mais tout le monde mais a vous étiez bien entouré. Non, puis à part ça, tout le monde a des épreuves. Oui, on a parlé dans l'émission précédente que des choses qui nous arrivent et qu'on peut influencer des gens. Souvent, quand je raconte, des fois, je suis en voyage, je suis assise à côté de quelqu'un dans l'avion, puis je raconte un peu ma vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois de parler du suicide de mon fils, je ne sais pas comment ça venait sur le sujet, puis la personne partait à pleurer, puis elle dit « moi aussi ». Ah, alors, tu sais, je veux dire, puis une fois, j'avais donné une conférence aux auxiliaires, pas moi qui avais donné la conférence, j'avais fait venir la thérapeute qui m'avait traité quand j'étais... Puis je lui avais demandé, j'ai dit, naturellement, c'est pour les bénévoles, il faut que tu me fasses ça gratuitement. Alors, elle était venue, puis elle m'a dit, ah ben, elle dit, tu vas donner un témoignage en même temps. Ah. Alors, j'ai dit, je suis pas sûre que je suis capable, c'était quand même assez récent, cette époque-là. Et puis, il y avait 200 personnes dans la salle, puis j'ai été capable de donner le téléphone. J'ai pleuré un peu, mais j'ai été capable de donner le témoignage. Puis après, sur 200 personnes, je vous dirais que j'en ai eu à peu près au moins 10 dont le fils s'était suicidé. Puis j'en ai à peu près 20 qui avaient un mari actif alcoolique. Puis j'en avais peut-être le même nombre. Vous n'étiez pas la seule, hein, à ce moment-là? Non seulement j'étais pas la seule, mais je sentais que ces femmes-là, ça leur avait fait du bien. Exactement. Alors, tu sais, je veux dire, c'est pas... Et c'est votre cœur qui parlait aussi. Oui, bien, tu sais, je veux dire, quand tu es rendu là, tu parles juste avec... Des fois, c'est pas toujours correct tout ce que tu dis, mais c'est le cœur qui parle. C'est ça, exactement. Et votre époux nous a déjà confié que sa carrière n'aurait pas été la même sans vous. C'est un beau compliment, ça. C'est un compliment, mais je pense qu'il aurait réussi quand même sans moi. Je me fais pas d'illusions. J'apprécie ses bons mots à mon égard. J'ai pas nui à sa carrière. Ça, par exemple, j'aime à prendre le crédit, dire j'ai pas nui, j'ai pas dérangé. Mais de dire qu'il n'aurait pas réussi sans moi, il n'aurait peut-être pas réussi la famille sans moi. Mais le commerce, je pense que c'était vraiment son œuvre à lui. Comme la famille a probablement été ma réussite à moi. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Mme Perron, mais on dit que trop souvent, et malheureusement, les femmes travaillent dans l'ombre, puis que l'homme récolte très souvent les honneurs. Moi, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, parce que ça arrive très souvent que l'homme travaille, c'est sûr, mais la femme en arrière travaille dans l'ombre. Elle est un petit peu à l'écart, mais sans elle, peut-être que le mari ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ça, que très souvent les femmes sont dans l'ombre? C'est peut-être vrai ce que vous dites. Dans mon cas, moi, j'en ai pas souffert de ça. Tu sais, je veux dire, ce rôle-là, moi, me convenait. J'avais pas besoin d'avoir... Mais je comprends certaines femmes qui ont besoin de... Surtout celles qui travaillent dans l'ombre, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui réussissent très bien en affaires. Non, oui, alors, à ce moment-là, mais tu sais, je veux dire, des femmes qui, comme moi, ont marié un bonhomme qui a réussi, lui, sa carrière, quand toi, tu as élevé les enfants, tu n'as pas eu de carrière à toi. Mais c'est un choix que j'avais fait. Alors, j'ai pas été malheureuse dans ce choix-là. Puis je me dis, c'est généreux de sa part de dire que oui, j'ai aidé à sa carrière, mais je pense que j'ai pas nui. Mais je pense pas que j'ai aidé dans ce sens que... Je pense qu'il l'a vraiment réussi. Ça, c'est sa réussite à lui. Mais parce qu'ils disent toujours que derrière l'homme, il y a toujours une femme. Bon, mais je regarde les femmes qui réussissent aujourd'hui, il doit y avoir un homme en arrière. Il doit y avoir un homme en arrière. Parce que quand ce dicton-là est sorti, il y avait très peu de femmes en affaires. Mais aujourd'hui, tu as des femmes qui réussissent très bien. L'homme est obligé de s'en aller dans l'ombre. OK, oui, parce qu'on en a plusieurs exemples de ça. Puis si tu veux que les deux soient des étoiles, tu risques d'avoir des problèmes. Quand M. Perron, parce qu'on sait que vous avez voyagé,
on ne s'en cache pas, vous avez voyagé à la grandeur du monde pour des voyages d'affaires, des voyages d'agrément. Quand on parle de voyage d'affaires où M. Perron avait allé, je sais pas, aux États-Unis, avait allé en Ontario, peu importe, à différents endroits pour aller soit négocier pour ces industries forestières. Étiez-vous avec lui souvent? Mais non, ces voyages-là, c'était lui. Bien, c'était des voyages strictement d'affaires. Et moi, j'avais les 8 enfants à la maison. Alors, je n'ai pas toujours eu 8, mais j'ai commencé tranquillement. Alors, j'étais à une période où j'étais beaucoup plus nécessaire à la maison. Puis, ces voyages-là étaient vraiment des voyages d'affaires où il partait avec 2 ou 3 des hommes de la compagnie pour aller négocier ces choses-là. Il y en a quelques voyages à l'étranger. Je me souviens, entre autres, il faisait un voyage de visite d'industrie en Finlande puis en Norvège. Je suis allée. Mais j'ai resté, à un moment donné, il est allé au nord de la Finlande. Moi, je suis restée à Helsinki tout seul pour qu'il aille visiter des usines. Non, ces voyages d'affaires, en général, à moins que d'autres femmes y allaient, que d'autres gens amenaient leurs femmes. Mais les voyages pour aller négocier des contrats et ces choses-là, c'était lui, c'était... C'est très rare que je... D'abord, j'avais besoin d'être à la maison. Exactement. Vous avez fait plusieurs voyages, comme je le disais tantôt, mais... moi, si je vous demandais, c'est peut-être difficile, là, mais le voyage qui vous a le plus impressionné, je sais qu'on a déjà parlé un peu du Groenland, que vous avez été, c'était quand même un très beau voyage. C'est quoi le voyage qui vous a le plus marqué, disons, parce que vous en avez fait plusieurs, oui, mais lequel qui vous a vraiment le Groenland, marqué? Effectivement, mais pour différentes raisons, à différentes époques de notre vie, on voit les choses différemment. Le premier grand voyage qu'on a fait, évidemment, le voyage de noces au Mexique, ces choses-là, mais le premier voyage où j'ai fait quelque chose que je ne m'attendais jamais de faire, c'est quand on est allé au Japon. Puis même l'agent de voyage nous a dit, vous voyagez à l'envers. Je n'étais jamais allée en Europe, puis je suis allée au Japon. Je suis allée au Japon il y a 45 ans. C'était pas le Japon d'aujourd'hui. Okay. C'était un Japon qui était quand même, qui se modernisait, qui se devenait plus à la mode westernized, comme on dit en anglais. Mais à ce moment-là, les Japonais étaient beaucoup plus petits que nous autres. Déjà, la génération de jeunes est plus vitaminée, vitaminisée, whatever. Oui. Et puis, alors, tout est différent, la culture est différente. C'était un changement drastique. Je regarde mon mari, que je ne veux pas le vanter pour rien parce qu'il n'est pas parfait, là, mais je regarde quand on rentre en quelque part, il va me laisser rentrer la première dans une pièce. Au Japon, c'est le monsieur qui passe le premier. Alors, inutile de vous dire que je me suis frappée sur des hommes. Tu rentres dans un élévateur, c'est les hommes qui rentrent en premier dans ce temps-là. Aujourd'hui, ils sont un peu plus modernes dans nos termes à nous autres, mais dans leur culture à eux autres, c'était vraiment pour moi... D'abord, j'étais beaucoup plus jeune, c'est il y a 40 ans. Ça a été comme une ouverture que j'avais lue sur le Japon, mais il me semble que je ne pouvais pas avoir lu tout ce que c'est que j'ai vu là, qui différait de nous autres. D'abord, leur alimentation est différente, leur habillement, il y en avait encore, on voyait encore des femmes en kimono, très peu d'hommes en kimono. On en a vu quelques-uns, mais très peu. Mais c'était vraiment comme rentrer dans un autre monde. Le Groenland, c'était à la suite de plusieurs expéditions. Dans mes expéditions, c'est celle que j'ai probablement aimée le mieux, que j'ai plus appréciée. Mais le Japon, je pense, je ne sais pas si je pense que Michel sera d'accord avec moi, que c'est un voyage qui... ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a fait rendre compte que je ne savais pas grand-chose sur le reste du monde qui m'entoure. Pour vous, Mme Perron, quand vous voulez avoir de la détente, vous voulez être tranquille, c'est quoi que vous faites? Est-ce que vous faites un sport spécial? Vous voulez relaxer, disons. C'est quoi votre moyen de relaxation, vous? Mes timbres. Vos timbres? Oui, je suis philatéliste. Ah oui? Et puis, j'ai une bonne collection de timbres. Pas nécessairement des valeurs extraordinaires, mais j'aime à manipuler des timbres, ça me détend. Alors, des fois, je vais acheter des lots de timbres qui valent rien, là, puis je classe ça, puis ça m'amuse, ça me détend. Si j'ai mal à la tête, je vais aller collectionner des timbres, puis mon mal de tête va partir. Ah oui? Puis aussi, j'ai des correspondances sur Internet. Alors, c'est mon loisir préféré. Si on parle de l'hiver, ça arrive, et malheureusement, trop souvent que les gens disent, bon, moi, là, l'été, je fais du sport, je fais toutes sortes de choses, mais l'hiver, là, c'est trop froid, j'aime pas ça.
Pour Mme Perron, c'est quoi l'hiver, je dirais, son sport ou sa détente préférée? Là, vous m'avez parlé des timbres. OK, ça, c'est un moyen de relaxation au foyer, à l'intérieur, mais si on parle à l'extérieur, et si on parle surtout en hiver, parce que beaucoup de personnes boudent l'hiver, comme on dit. Est-ce que c'est votre cas? Non. Nous autres, on a toujours aimé l'hiver. Même avant que Michel se fasse opérer, on faisait du ski alpin. Après, on a arrêté de faire du ski alpin. Moi, j'ai toujours aimé le ski de fond. Puis à la Sarre, on est dans un beau pays pour le ski de fond. Puis aussi, on fait de la motoneige. Puis l'hiver, c'est tellement beau en Abitibi. Ah oui. Je veux dire, l'hiver à Montréal, si les gens de l'Abitibi pouvaient y aller plus souvent à Montréal, voir comment c'est triste à Montréal l'hiver. La neige tombe, elle est blanche pour une demi-heure, puis après ça, les rues sont toutes sales. Elle devient brune. Et puis, alors, je veux dire, je regarde au chalet, à la Sarre, là, quand il tombe d'une bordée de neige, c'est comme une carte de Noël. C'est tellement beau. Ah, puis, je veux dire, l'hiver, l'été, je fais de la motomarine, mais la motomarine te restreint beaucoup. S'il vente trop, tu peux pas y aller. S'il pleut, tu peux pas y aller. Tandis que la motoneige, même s'il vente, même s'il neige, les sentiers sont bien balisés. On est vraiment privilégiés en Abitibi. Exactement, c'est vrai. Puis à part ça, c'est que les gens de l'Abitibi, moi je suis abitibienne, alors ça me gêne pas de vanter l'Abitibi. Contrairement aux Laurentides, quand tu te promènes en motoneige dans les Laurentides, tu as des plaintes de tout le monde. Oui, exactement. Tandis que si tout le monde a une motoneige, puis on se rencontre, puis tout le monde trouve ça normal, exactement, c'est vrai. ça ne dérange pas. Tandis qu'à Montréal, puis même faire de la motomarine sur un petit lac dans les Laurentides, c'est pas toujours défendu, mais c'est pas apprécié. C'est pas apprécié. Tandis qu'ici, c'est rare. On dérange le calme des gens. Puis... C'est la mentalité des gens ici. Tout le monde a sa motoneige. C'est ça. T'es peut-être pas en motoneige l'année, mais tu as une vieille motoneige que tu rafistoles puis tu t'amuses avec. Exactement. Madame Perron, moi, j'aimerais juste, peut-être dans une minute, revenir sur un sujet qu'on a parlé surtout dans la première émission, mais parce que j'aimerais que vous vous adressiez peut-être aux épouses des femmes que leur mari sont alcooliques. Très souvent, et malheureusement, la femme va dire, ou l'inverse se passe aussi. Le conjoint. Oui. Le conjoint qui a un problème. Ou conjoint, il va quitter. Il va se dire, moi là, j'en ai assez, je m'en vais, je te laisse avec ta bouteille, puis moi je m'en vais. Ça n'a pas été votre cas du tout, du tout. Vous avez toujours supporté votre mari. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce conjoint ou cette conjointe-là? C'est tous des cas individuels. Hein. C'est pas facile de dire à quelqu'un... Moi, je peux leur dire, écoutez un peu, restez, ça vaut la peine, ça a été merveilleux, ça fait 30 ans qu'il n'en prend pas. Mais je peux le dire à une autre de rester et avoir mangé de la misère pour le reste de ses jours. Est-ce que je vais me sentir coupable de lui avoir dit? Je pense que chacune, il faut qu'elle aille chercher de l'aide. Chaque personne à qui ça arrive, il faut aller chercher de l'aide. L'aide de gens qui sont spécialisés dans le domaine. Moi, je ne suis pas spécialisée. J'ai vécu une expérience, mais ça fait déjà 30 ans. Ça fait 30 ans, j'ai comme la partie qui était désagréable. Je suis capable d'en parler un peu, mais je l'ai comme oublié. Ça ne donne rien de brasser ça. Et vous cherchez aussi à l'oublier. Ben oui. Pourquoi je garderais ça? C'est ça, exactement. Pourquoi revivre toujours ça? J'ai 30 belles années que je viens de vivre. Là, ça vaut la... Puis vous voulez qu'il en vive encore plusieurs autres aussi. Peut-être pas 30, mais on vous le souhaite, 30, madame. Non, 30, à la fin, c'est plus gros. Juste avant d'aller à la pause, le 15 février 1974, votre mari perd un de ses plus grands amis, M. René Lavoie. C'était également aussi un de vos amis. C'est un ami de la famille. C'était un employé avec qui il travaillait de très près. Okay. Et puis, ses enfants sont allés à l'école avec mes enfants. Puis, en fait, ils restaient en face de chez nous. Alors, c'était un peu... C'était une période sombre dans la vie. Des mortalités, c'est rare que c'est... C'est toujours sombre. On n'a pas le choix. Quand une personne de 80-90 ans meurt, on dit qu'elle a quand même bien vécu, mais il partait dans la fleur de l'âge. Il laissait des jeunes enfants... Ça a été pénible. C'était plus difficile. Alors, Madame Perron, on va s'absenter le temps d'une courte pause. Et pour la dernière partie de l'émission, on va faire asseoir M. Perron avec nous. Et puis, on va clore cette émission-là avec M. Perron et vous. C'est parfait. Comme ça. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs, on s'absente le temps d'une courte pause et on vous revient immédiatement où M. Perron va se joindre à nous. Reste avec nous.
Alors, mesdames et messieurs, on revient pour la dernière partie de cette émission et de cette série de 2 émissions spéciales avec Madame Lise Perron. Mais là, se joint à nous son époux, Monsieur Michel Perron. Alors, Monsieur Perron, on vous souhaite la bienvenue pour cette fin d'émission. Oui, bonjour. Si on parlait du Nord, c'est sûr que lorsque vous êtes à Montréal, vous dites souvent que vous avez hâte de vous emmener dans le Nord. Le Nord qui veut dire l'Abitibi pour vous autres. Et il y a d'autres choses aussi dans le Nord. Mais pour vous, M. Perron, autant que Mme Perron, c'est important pour vous autres ce que vous appelez le Nord. Naturellement, moi je suis natif de l'Abitibi, donc Lise aussi. Alors on est des Autochtones, dans un sens. Et puis on a quitté la région depuis peut-être une vingtaine d'années, mais on y revient, on revient la moitié de notre temps dans l'Abitibi. Depuis quelques années, depuis que je travaille moins, la moitié de mon temps, je vis dans l'Abitibi avec mon épouse. Puis on aime bien ça, on a toujours hâte de revenir. On a le meilleur des deux. Moi, il faut que je sois à Montréal par affaires, et puis j'ai un bureau là-bas. Puis également aussi, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux. Comme j'ai été greffé, j'ai eu des transplantations, des opérations. Alors j'ai des suivis à faire, puis ça m'oblige à aller à Montréal souvent. Donc, mais quand on revient dans le Nord, nous, on est heureux et content. C'est pareil pour vous, Mme Perron, j'en suis persuadé. On vient chez nous. Là, on parle de Nord, on parle de la Sarre et les environs, plus au Nord également. C'est important. Vous avez à survoler une grande région qui est le Nord. C'est relaxant pour vous? C'est presque obligatoire de revenir au Nord? Oui, parce que ça fait partie de ma vie. Alors, exemple, j'ai eu des usines dans le Nord-Ontario, Cochrane, Timmins, Kirkland Lake. Alors, j'avais beaucoup d'amis de l'industrie. Alors, une fois par année, par 2 ans, je me retrouve en tournée du Nord-Ontario, à Hearst, un peu partout, saluer les amis que j'ai connus au cours de ma vie. Puis, dans l'Abitibi, ben, comme on a fait des opérations forestières, ben, je suis heureux de repasser dans les vieux bûchers, comme on dit, oui, puis revoir les arbres qui repoussent, puis dans les villages où il y avait du monde qui travaillait pour notre entreprise, alors saluer ces gens-là. Il y en a beaucoup de décédés, mais il y en a encore en vie. D'accord. Mme Perron, moi, si je vous demandais une chose, que je sais que dans le vocabulaire de votre époux, Michel, le mot impossible n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que c'est pareil pour vous? Bien, comme j'ai toujours suivi, quelqu'un m'aurait dit quand j'étais jeune, j'irais au pôle Nord, j'aurais dit c'est impossible. Je suis allée au pôle Nord, ça fait que je dois avoir un peu de tout ça dans le sang, là. Je veux dire, il me l'a inculqué parce que si j'avais été seule, j'aurais pas fait des choses comme ça. Mais puis lui, je lui aurais dit, écoute, même lui, je pense qu'il n'aurait pas pensé faire le pôle Nord, faire des choses comme ça quand on était jeune. Mais je pense que la greffe du rein, les médicaments qu'ils prennent après ça, c'est un stimulant. Il était déjà facile à l'impossible avant, mais avec ça, ça a été un peu pire. Ça a été... Quand on parle de Mme Perron, que votre époux a atteint les 2 pôles, pôle Nord et le pôle Sud, le Groenland, le mont Everest, pour un greffé de rein, c'est assez impressionnant. C'est assez exceptionnel. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de greffés qui ont fait ce parcours-là. Mais il y en a beaucoup de greffés qui ont fait des choses extraordinaires. Parce que la greffe, le médicament qu'ils donnent, c'est un stimulant. En plus d'avoir déjà l'air d'aller, comme on dit, pas avec lui, là. Mais je connais beaucoup de greffés qui ont fait beaucoup de choses. Peut-être pas toutes ces choses-là. Là, lui, c'était, comme je vous ai dit, il était en plus d'être greffé, il est excessif. Monsieur Perron, en terminant, parce que l'émission tire à sa fin, moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur le fait que vous avez écrit un livre que à peu près tout le monde, en tout cas, j'espère que tout le monde a lu. Moi, je l'ai dévoré, tout simplement.
vous le donnez, ce livre-là, mais pour vous, c'était quoi pour vous d'écrire ce livre-là? Puis on sait que vous le donnez, puis vous laissez les gens très libres. À l'intérieur, il y a une petite enveloppe, et vous laissez les gens très libres de faire une contribution à la Fondation canadienne du Rhin. Mais les gens ont été très généreux parce qu'il y a eu des gens, je distribue le livre, je le donne, mais avec une mention qu'ils peuvent faire un don à la Fondation canadienne du Rhin. Puis la Fondation a déjà reçu plusieurs 100 000 de dons. Et puis, donc, avoir écrit un livre, ça me fait... C'est peut-être, on dit que moi-même, là, les choses qui sont survenues il y a 40 ans, 50 ans, je commence à moins m'en rappeler. On perd avec le temps, ils disent que le temps efface tout. Et je crois que c'est vrai, cette pensée-là. Alors, en écrivant un livre, je me suis dit, mon épouse et moi, ben, on va laisser quelque chose à nos enfants, nos petits-enfants. Il y a des petits-enfants, moi, qui me demandent des fois, qu'est-ce que tu faisais grand-papa quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Ben, avec un livre comme ça fait un peu de référence. Puis avant de terminer, j'aimerais ajouter aussi une autre chose, c'est que dans la vie, les épreuves qu'on traverse, qu'on a, des fois, ça nous rend meilleurs. Moi, lorsque j'étais en santé, si quelqu'un m'avait demandé d'aller au pôle Nord en ski de fond, j'aurais répondu non. En avion, peut-être. En hélicoptère, oui. Puis, parce que j'aimais pas à faire physiquement des expéditions excessives. Mais lorsqu'on est malade, dans la maladie, on redevient, surtout lorsqu'on a une guérison, on devient serein. Et moi, j'ai trouvé, puis j'ai observé chez d'autres gens à l'hôpital, que les maladies, ça nous grandit, ça nous rend meilleurs. Parce qu'on a pu passer au travers là, des épreuves. Exemple, mon alcoolisme, la thérapie que j'ai suivie, je pense que lorsque ma maladie est arrivée, ça m'a aidé à mieux la comprendre, la raisonner, l'accepter un jour à la fois, puis pas m'inquiéter de demain parce que c'est pas arrivé. Alors, merci beaucoup, Monsieur Perron. Puis, Madame Perron, merci infiniment de vous être prêté à ces deux émissions spéciales-là. Ce fut très agréable. On est allé un petit peu au fond de vous, mais seulement que, comme je le disais, si par rapport à certains sujets, on peut aider une personne, ce sera mission accomplie. Madame Perron, vous êtes une femme exceptionnelle, puis vous êtes une maman exceptionnelle aussi. Merci beaucoup. Puis, seriez-vous jaloux, vous, Monsieur Perron, si je disais à Madame Perron que je l'aime beaucoup? Non, au contraire, prendrais le compliment, parce que Lise et moi, on partage tout. Alors, à vous deux, Madame Perron, Monsieur Perron, longue vie, puis restez parmi nous le plus longtemps possible, puis je vous souhaite tout le succès et toute la santé possible pour plusieurs années à venir. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Merci d'avoir visionné ces deux émissions spéciales avec Madame Lise Perron et à la fin avec Monsieur Michel Perron qui s'est joint à notre entrevue. Alors, merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans la programmation régulière de l'émission On s'en parle. Alors, bonne semaine à tous et merci infiniment.